te propose d'avancer un petit peu et de faire un petit focus sur Charles Leclerc. Tu veux bien nous expliquer un petit peu Bah ouais, son enfance, alors en fait, c'est ce que j'ai eu à cœur d'expliquer, c'est qu'en fait, le parcours de Charles, il aurait pas pu arriver là où il en est sans, je dirais, tout un ensemble de personnes qui ont gravité autour de lui dans le passé pour fabriquer son destin en fait. Pour moi, son destin, il a été fabriqué par notamment la famille Bianchi, qui était en fait une famille avec qui Charles était très ami, enfin la famille de Charles était très amie avec la famille Bianchi. Donc ils allaient ensemble sur le circuit de Brignoles, faire du karting et tout ça. Jules Bianchi, qui a été champion du monde de karting et qui aurait dû être le pilote Ferrari s'il n'avait pas eu malheureusement son accident mortel au Japon. En fait, c'est en quelque sorte Charles qui a pris sa place. Donc son grand ami qui est Charles, en fait, il a pris sa place en quelque sorte, on pourrait dire, chez Ferrari. Et donc Charles, il est un peu l'héritier pour moi de cette famille. Et j'avais à cœur vraiment déjà de partir, avant même la naissance de Charles, de partir sur la famille Bianchi, de comment eux ils ont fait pour arriver dans le sport auto, à faire autant de choses dans le sport auto, de génération en génération, parce que c'est une génération. La famille Bianchi, c'est une famille très intéressante puisqu'il y a Jules qui a été champion du monde de kart, mais avant, il y a son père qui tient le circuit de Brignoles de karting, et puis il y a son grand-père et son oncle, donc Mauro Bianchi et Luciano Bianchi, qui étaient des pilotes du Mans. Moi, c'est Julien.com. Vous venez de lancer mon tout nouveau podcast, Garage.com. Garage.com, c'est le podcast des anecdotes automobiles. Pilotes, influenceurs, photographes, écrivains, découvrez les passionnantes aventures de nos invités, tous acteurs de leur passion pour les engins motorisés. Le podcast est également disponible en version audio seul sur toutes les plateformes de streaming. Après votre écoute que j'espère captivante, je vous invite à liker et laisser un commentaire. Vous pouvez également repartager, cela contribue énormément à la visibilité du podcast. Ah, une dernière chose, vous pouvez me suivre sur Instagram pour plus de contenu exclusif. #Julien.com. Bon visionnage. Merci pour cette partie Charles Leclerc. On s'attaque au monument. Allez. On s'attaque à Hall of Fame, au monstre sacré de l'automobile, Ayrton Senna. Alors Ayrton Senna, comme on disait tout à l'heure, c'est compliqué de démêler le vrai du faux. Parce que c'est beaucoup romancé, c'est vraiment une idole. Néanmoins, est-ce que tu peux assez rapidement nous retracer un petit peu son parcours ? Ouais, parcours en fait de début de parcours classique, on va dire, parce qu'avant le karting ça n'existait pas sur les anciens pilotes de Formule 1, mais c'est la génération d'Ayrton, c'est là où effectivement il y avait toute la naissance du karting, on va dire. Donc parcours de karting en fait pendant plusieurs années. Il a fait du karting pendant vraiment beaucoup de temps. Il vient de quoi comme famille ? Est-ce qu'il vient d'une famille un peu aisée ? Il vient d'une famille quand même assez aisée. Alors peut-être pas ultra aisé, ils disent moyennement aisé, mais moyen plus, on va dire, moyen plus, je pense. Assez pour payer des saisons. Quand même. Enfin, peut-être pas au début, parce qu'en fait, disons que son père Ayrton, qui avait investi dans des fazendas, donc au Brésil, c'est des fermes, des fermes de bétail, on va dire. Il a investi là-dedans, et puis dans des entreprises de pièces automobiles aussi. Il n'a pas grandi dans une favela, quoi. Ouais, non, clairement, il n'a pas grandi dans une favela. Par contre, on va dire qu'au fur et à mesure de son enfance, son père a aussi, au fur et à mesure, augmenté son capital financier, on va dire, je pense. Donc, peut-être que quand il était jeune, il n'avait pas non plus le même capital qu'après, quand il a commencé à avoir 15 ans, 20 ans, 25 ans. Enfin, au fur et à mesure, c'est comme tout dans la vie, ça se fait en progressif aussi. Mais non, clairement, il n'est pas grandi dans une favela. Ok, donc karting, scène locale dans un premier lieu, ensuite scène internationale en kart. Ouais, c'est ça, scène locale puis internationale en kart, et puis... Il se confronte à qui en karting? Il se confronte à des adversaires plus très connus maintenant, mais par exemple Terry Fullerton, qui a été champion du monde de karting, et à qui Ayrton Senna a rendu un bel hommage, parce qu'à un moment, une fois dans une interview, on lui a demandé qui a été ton pilote préféré, ou celui qui t'a donné le plus de fil à retordre, et c'était l'époque où il roulait avec Prost, et tout le monde s'attendait à ce qu'il réponde Prost ou un pilote de Formule 1, en fait, déjà. Et en fait, contre toute attente, il a répondu Terry Fullerton, que à peu près personne ne connaissait, sauf les passionnés ou les puristes. Et ça a choqué un peu toute la presse anglaise à l'époque. Donc ça, j'en ai aussi parlé. Moi aussi, je connaissais pas quand j'ai découvert en écrivant le livre qu'il y avait ça. Et du coup, je me suis beaucoup intéressé à Terry Fullerton, qui a fait d'ailleurs des beaux hommages et qui a raconté beaucoup d'anecdotes, parce que comme il a roulé beaucoup, en fait, il roulait dans l'équipe de Fullerton à l'époque. Il a roulé chez les frères Parilla à l'époque, en Italie.
et il était avec Fullerton. Il était d'ailleurs pilote numéro 2 quand il a commencé, et ça le faisait chier d'être pilote numéro 2, mais c'était ça, quoi. Et il a eu beaucoup de mal à battre Fullerton, d'ailleurs il ne le battait pas tout le temps, et enfin ça a été très, très tendu avec eux. Alors au début c'était bonne entente, puis jusqu'à un moment donné où je sais plus ce qui s'est passé, mais à un moment donné, ça c'est une anecdote aussi, mais Senna il a pas été content d'une course, je crois que c'était au Japon, où Fullerton a gagné, et Ayrton Senna, je pense que quand il perdait, ça faisait vraiment une sorte de chimie dans son ventre pas bonne. Ouais. Enfin, vraiment, c'était pas beau pour lui, tu vois. Ouais. Et au tel point qu'il ruminait, du coup, je pense qu'il a beaucoup ruminé cette défaite. Et le lendemain matin, il s'est retrouvé, il y avait Fullerton qui était devant une piscine. Ils étaient dans un hôtel qu'ils avaient loué pour la course. Et Ayrton, il est venu le pousser par derrière, donc il s'est retrouvé à la flotte. Et derrière, je crois que ça a un peu brouillé leur relation. Parce que du coup, Ayrton, il s'est barré comme ça, un peu comme un enfant, comment on dit, pas gâté, mais. Oui, il était vexé, quoi. Voilà, donc il s'est un peu vengé. Ouais. Ok, ouais, marrant. Donc, ouais. Et dans le coup, Ayrton Senna. Ça a les racines de la passion. Est-ce qu'il vient d'une famille aussi où les parents étaient pilotes comment est-ce qu'on a des infos sur vraiment l'origine de sa passion ? Alors bonne question. C'est pas comme Charles où effectivement Charles son père était déjà pilote et du coup Charles. Oui, puis en venant de Monaco quand même. Voilà. Charles a été vraiment bercé, mais même par son père Charles, son père, il lui donnait justement des livres sur Ayrton Senna, des vidéos. Exactement. Et alors Ayrton, son père n'était pas dans la course. Il était plus dans le côté industriel en fait. Puisqu'il avait donc ses fazendas, il était plus dans le business en fait, tout simplement. Mais même le Brésil en général, est-ce que c'était une terre de sport auto ? Alors oui, il y a quand même. En fait, Senna, il a vécu dans les générations Fittipaldi, qui était à l'époque le brésilien. Et il y avait énormément de Brésiliens qui commençaient à s'en sortir. Donc un des amis de Senna, c'était Chico Sierra, qui avait fait aussi de la Formule 1, qui n'est pas connu en fait, mais qui a fait de la Formule 1. Il y avait aussi un de ses autres amis, ça va revenir son nom, mais pareil, qui était un Brésilien qui a fait de la Formule 1 aussi, mais qui n'était pas très connu non plus. Et qui d'ailleurs, il a été hébergé quand il était en Angleterre, parce qu'il a dû quitter le Brésil pour aller, ça a été un de ses traumatismes à Ayrton, c'était de quitter sa famille pour aller courir en Europe, parce que c'est là où fallait être dans le monde de la course. Le Brésil, à un moment donné, ça devenait les limiter. Oui, à l'époque, la F1, c'était l'Europe. C'était l'Europe, ouais. C'était l'Europe, même l'Angleterre, on pourrait dire. L'Angleterre, c'est un peu le berceau du sport auto, en fait, avec toutes les entreprises qui sont basées là-bas. Donc il fallait aller là-bas. Alors, Angleterre ou Italie, peut-être. Il y avait en Italie aussi, il y avait beaucoup de choses aussi qui se passaient. Mais non, son père Ayrton, il était plutôt dans le business. Par contre, il aimait bien les belles voitures, je pense. Par exemple, il y a des anecdotes où une des anecdotes, par exemple, c'est Senna, il voulait conduire une voiture de son père, mais il était tout gosse. Il avait fait ça sans que son père le voie. Il est monté dans une voiture, il a commencé à rouler dans les rues de Sao Paulo. Mais en fait, il était tellement petit qu'il y a des gens, ils croyaient que c'était un fantôme qui conduisait. On lui voyait pas sa tête. Et il y a un des agents de la ville qui l'a arrêté. Et là, il a eu des chocottes. Heureusement, donc l'agent de la ville, il a vu qu'en fait, c'était Ayrton Senna qui était au volant. Il a appelé son père, il s'est fait engueuler. Mais voilà, ça c'est une anecdote de quand il était petit. Mais son père avait des belles voitures. Il avait une Alfa Romeo à un moment donné. Et je pense que son père aimait bien les belles voitures. Mais je pense pas qu'il était vraiment fait pour la course. En fait, Senna, il a commencé à faire de la luge de rue, avec des petites roulettes. Il descendait les pentes de Sao Paulo comme ça. Donc ça a dû le motiver. Il y a ses potes qui faisaient de la moto. Il a commencé avec de la moto, du jet ski. Il avait des amis qui faisaient du jet ski. Il essayait de se fourrer là-dedans. Mais très vite, il a demandé à faire de la course et à son père d'avoir un karting. Et son père lui a fabriqué un karting. Donc très certainement que son père était quand même intéressé. Puis il suivait. Je sais. Maintenant, je me rappelle. Maintenant que tu me poses la question, son père suivait quand même Jim Clark parce qu'à l'époque c'était Jim Clark. Donc il y avait quelques héros quand même qui étaient en Formule 1. Et puis après Fittipaldi, bien sûr, qui était donc le héros de Formule 1 brésilien. Et puis plus tard, ça a été Piquet qui a devancé Senna en fait dans sa carrière en tant que Brésilien qui a été 3 fois champion du monde. Mais Fittipaldi, il a été une fois ou 2 fois champion du monde. Donc et puis Senna, il a grandi dans l'année où il était champion du monde. Fittipaldi, il a gagné aussi. Fittipaldi, il a gagné les Indianapolis, les 500 miles. Ah oui. Donc de belles références quand même. Une énorme référence, nationale quoi. En fait, Fittipaldi, ça a été un peu le pionnier de la Formule 1 brésilienne, quoi. Ok. Et derrière, c'est grâce à lui que Senna a pu être hébergé aussi, qui a pu avoir une espèce d'entraide brésilienne. C'est ce qu'on raconte dans le livre aussi, une espèce d'entraide brésilienne qui s'est faite en Angleterre, mais grâce de base à Fittipaldi. En fait. Est-ce qu'il a gagné une année au niveau championnat karting mondial ?
Alors non, il a jamais, ça a été un de ses grands regrets, ça a jamais été avoir été champion du monde de cartes. Ok. Il est passé très proche, il a fini 2e une année. Ouais. Il y a eu le mondial du Mans où les francophones se souviennent de ce mondial-là, où il était impressionnant, mais il n'a pas gagné. Ok. Et ça a été un de ses grands regrets, ouais. Et après, il est passé en monoplace sur quoi? Vraiment sur des merguez, hein, à l'époque, c'était tout ce qui était Formule Ford. Ah, les Formule Ford. Les Formule Ford, donc moi je l'ai décrit dans le livre comme des sauterelles, mais ça me faisait rire. Ah, c'est les ailerons là. Ouais, parce que t'as pas d'aileron, puis en vrai c'est vraiment moche quand tu les regardes comme ça, t'as l'impression que c'est moche. Mais bah, c'est vraiment c'est 4 roues quoi. Ouais, c'est 4 roues. Ouais, t'as 4 roues, t'as un aileron qui ressemble à rien, mais t'as une monoplace. Voilà. Et puis à l'époque, c'est vrai que tout le monde commençait par ça en fait. C'était les championnats anglais. Alors t'avais 3 championnats anglais à l'époque. Donc il s'était inscrit sur 2 des 3 championnats parce qu'il pouvait pas tout faire non plus. Déjà au niveau date, ça lui représentait, je sais plus, 18 dates, un truc comme ça. Et puis ça n'a pas été facile. Hein. C'est pas comme si en sport auto, c'est jamais facile. C'est pas t'as un talent, tu gagnes en claquant des doigts. Non, t'es toujours face à quelle que soit la catégorie. Tu as des adversaires qui sont très, très coriaces. Et par exemple, dans sa première année de Formule Ford, il avait des adversaires, un Argentin qui était Mancia, notamment, qui était très coriace. Et il est même venu aux mains à un moment donné avec lui sur un des podiums. Ah ouais. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il était marié. Il était marié très tôt, hein, Senna. Ah ouais. Il était déjà marié, ouais. Il y a eu un mariage qui a duré 1 an. D'accord. Qui a été très, 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 très rapide. Mais quand il est parti en Europe, il était déjà marié. Ok. Donc, il n'avait pas du tout le statut de superstar là. Hein. Il était. Non, parce que. Non, mais par contre, Chico Sierra, on avait parlé de lui en bien. Par exemple, il avait parlé à son patron de Formule Ford, il avait dit il faut absolument que tu embauches ce gars, tu vas voir, quelle que soit la voiture sur laquelle tu le mets, il va être premier, il a du talent, fou. Chico Sierra, donc son ami brésilien qui l'a pistonné pour aller en Formule Ford. Ouais. Bah en fait, on avait parlé de lui en bien, mais c'était pas. Mais enfin, si, quand même, pas une superstar, mais d'un autre côté, il y a une anecdote, c'est que Ralph Firman, donc, qui était le patron de la Formule Ford où il a roulé, Chico Sierra lui en a tellement parlé en bien qu'il a dit à un moment bon, il vient quand Quickman. Donc en fait, au début, son premier surnom là-bas en Angleterre, ça a été Quickman quand même. Ouais, c'était vraiment l'espoir quoi. C'est quand même plutôt élogieux. Et comment il arrive en F1 ? Bah, parcours classique, on va dire, de monoplace où tu montes dans les échelons en catégorie. Donc après Formule Ford, il a fait la Formule, je sais même plus, Formule 3, ça s'appelait. Est-ce qu'il a fait tout de suite la Formule 3 ? Il y avait quelque chose avant. Il est passé direct en Formule 3. Il a monté les échelons en fait, mais très vite, il était tellement bon qu'il a eu des propositions d'écurie, qu'il a eu le culot, et c'est là où on voit quand les gens ont du talent, je pense que ça se voit aussi là-dessus, ils ont beaucoup de culot. Par exemple, quand on regarde dans le film Le Rush, Lauda, je pense que c'est vrai, hein, il avait refusé, ou il avait carrément dit que la Ferrari qui pilotait c'était une merguez auprès du commandator Enzo Ferrari. Et Senna, il a refusé une offre de Ronde de Nice, il a refusé des offres de Formule 1 parce qu'il se disait ouais, mais je vais attendre, j'aurai mes offres moi-même, je vais savoir faire mon parcours. Il était sûr de lui, alors que pourtant, des fois des offres, t'en as une, ça se renouvelle pas forcément. Si tu la saisis pas. Il avait quand même, il y a des offres que des fois il faut saisir, mais non, il avait une énorme confiance en lui. Et il est arrivé chez qui alors sur ses débuts en F1 ? Alors en F1, en fait, le premier qui lui a fait faire un test en F3, ça a été Eddie Jordan. J'étais curieux d'apprendre ça parce que je connaissais pas, je savais pas. Donc c'était intéressant, c'est lui qui lui a donné un peu sa première chance d'évoluer en catégorie. Et puis après, l'autre, ça a été Frank Williams, qui lui a fait rouler pour la première fois sur une Formule 1, ça a été sur une Williams. Avec Frank Williams, à l'époque, c'était la Williams de Keke Rosberg, je crois, qui sortait d'un Grand Prix, et puis du coup, ils lui ont proposé de faire un test là-dessus. Et déjà, à l'époque, il était très croyant, parce que cette fois-là où il est monté dans la première fois dans une Formule 1, il a dit, Senna, il y a quelque chose de Dieu, c'est Dieu qui me donne ce cadeau, ou je sais plus ce qu'il a dit exactement, mais une référence sur Dieu. Il ressentait qu'il avait une chance extraordinaire, et c'était un moment qu'il attendait avec une excitation incroyable de monter dans sa première Formule 1. Et ce moment, il est incroyable parce qu'il a vraiment impressionné, parce qu'il était vraiment tout de suite très rapide. Et tout de suite, il était dans des très bons chronos, dans les chronos du pilote top d'essai de l'époque. Mais à tel point que Frank Williams, il a eu peur que s'ils lui disent qu'il était très rapide, il allait se faire prendre la vedette par d'autres écuries. Et du coup, il lui a alourdi sa bagnole, il lui a mis 50 litres d'essence en plus à la deuxième session. Et puis Senna, en fait, il l'a senti, mais lui, il a cru qu'il y avait un problème moteur. Et en fait, il est rentré, au bout de 3 tours, il a dit je préfère rentrer parce que j'ai peur de casser le moteur, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Alors qu'en fait, c'est juste qu'on l'avait alourdi pour qu'il arrête de déconner, quoi. Ah ouais, énorme. C'est une sacrée anecdote, ça. Ouais. Ok. Il a été très vite compétitif en F1 ? Il s'est très vite positionné au niveau du classement
Ouais, il a été très vite. En fait, il a commencé donc chez Tollman, qui était à l'époque une écurie montante, sur laquelle il y avait de l'espoir, mais qui n'avait pas de titre de champion du monde ou quoi que ce soit. Okay. Mais chez Tollman, un Alpine de maintenant. En fait, on pourrait dire, en quelque sorte. En fait, lui, où il était très fort, et c'est ce que j'ai eu à cœur de raconter dans le livre, parce que moi aussi, c'est les conditions de piste que j'adorais. Alors ça, c'est très controversé chez les pilotes, mais c'est la pluie. Et on peut pas parler de Senna sans parler de la pluie. Lui, c'est là où il s'est fait repérer, c'est là où il adorait. Alors, en même temps, il avait peur. Et lui-même, il disait, je déteste conduire sous la pluie, alors qu'en fait, c'était un génie sous la pluie. C'était le dieu de la pluie. Mais c'est ça qui l'a permis de se faire repérer. Et dès sa première année, donc chez Tollman, Grand Prix de Monaco, il pleut des cordes. Il pleut à verse, tous les pilotes commencent à avoir peur, à trembloter, à lâcher l'accélérateur. Et puis lui, une vraie fusée, il atomise tout le monde en partant de derrière. Et il commence à revenir, à doubler Lauda, à doubler tous les gros, et à se retrouver derrière Prost, et à presque gagner le Grand Prix, sauf qu'il y a eu un drapeau rouge avant la fin de la course, tellement il pleuvait. Mais sans ça, il y a de très fortes chances que gagner. Bien qu'il y avait Stéphane Beloff aussi qui était très fort aussi ce jour-là, qui aurait peut-être pu gagner, mais en tout cas, il a fait un numéro incroyable, un numéro d'équilibriste incroyable sous la pluie, et c'est ça qui l'a fait connaître. Donc, oui, on peut dire que dès sa première année, il a marqué les esprits. On arrive à un moment assez funeste, le jour de sa mort. De Senna. Ah, de Senna. De Senna. Le jour de sa mort. Le jour de sa mort, en fait, le truc, c'est ça que j'ai essayé de raconter, c'est que moi, j'ai l'impression, mais comme je te disais, moi, je crois beaucoup aux rêves et aux choses de l'imaginaire. Pour moi, il y a deux mondes, il y a la réalité, puis il y a les rêves, il y a Dieu, il y a tout ce qu'on peut pas expliquer. Pour moi, c'est ça fait partie des autres mondes. Et en fait, il y a quand même des choses qu'on ressent, et moi, je l'ai vu, alors je vais parler peut-être moi un peu personnellement, mais je l'ai vu un peu à la mort de mon père, parce que moi, j'ai perdu mon père aussi. C'est un peu pour ça aussi que j'ai arrêté la course. Mais je l'ai vu à la mort de mon père, j'avais l'impression que il y a des éléments qui faisaient que j'avais l'impression qu'il savait, en quelque sorte. Et des fois, je me dis, moi j'ai cette réflexion-là, mais j'ai peut-être tort, mais j'ai l'impression que certaines personnes le savent, en quelque sorte, ont l'intention qu'elles vont mourir. Je me base aussi sur un chanteur que j'admire, moi, qui est Rino Gaetano, ou même on peut se baser sur Coluche, mais un chanteur Rino Gaetano, qui est un Italien, qui est mort aussi, qui avait dit une anecdote, peu avant sa mort, qu'il avait raconté qu'il allait mourir, il le savait, en quelque sorte. Et je me demande si Senna, il le savait pas. Parce qu'en tout cas, il y a des anecdotes on sent qu'il était très anxieux. Il y a beaucoup de choses qui prouvent, en tout cas, qu'il avait un certain mal-être. Et ça a été prouvé aussi dans certaines bios que j'ai lues, même en brésilien, même avec sa femme de ménage, par exemple, où il était au Brésil, 5 jours avant la course. Ça, c'est des choses qu'on raconte pas trop en France, mais il avait des échanges avec sa femme brésilienne. Il dormait pas, par exemple. Il avait du mal à trouver le sommeil. Il s'inquiétait mais même dans la presse, ça a été relayé. Il s'inquiétait de sa monoplace. Il disait que ça allait être dangereux parce que le fait qu'on ait réinterdit les suspensions électroniques et tout l'électronique, il disait que ça recréait un danger. Parce qu'on dit quand même que ce qui se dit, c'est que ce serait une défaillance la vérité, que ça serait une défaillance du système de suspension électronique qui l'aurait emmené droit dans le mur. C'est un peu ce qui se dit. Alors, il y a des trucs qu'on ne sait pas. Je l'ai découvert aussi avec Morizot, Yves Morizot, qui est le patron de Stand 21, qui lui a plus d'informations peut-être, mais qui n'a pas voulu m'en parler, chose que je respecte. Mais il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas aussi, qu'on ne sait pas tout autour de sa mort, parce qu'il y a des choses qui ne sont peut-être pas sorties du procès, parce que ça a été après en tribunal et tout ça, parce qu'effectivement, on a essayé de rechercher les causes de l'incident. Donc, t'as raison, moi aussi j'ai vu ça, j'ai vu comme quoi il y a eu ça. Une fois j'avais vu comme quoi sa suspension droite s'était affaissée peut-être. Et c'est vrai qu'on voit dans les images derrière, parce qu'on voit la caméra embarquée de Schumacher avant sa mort, donc on voit la voiture de Senna partir dans le mur. On voit la voiture bloquée en fait. Depuis la caméra de Schumacher. Alors certains disent qu'on voit un affaissement, moi j'ai pas trop vu, mais de l'arrière droit. Après beaucoup disent, la polémique était beaucoup sur la colonne de direction aussi. Comme quoi, alors après, comme dit Bernie Ecclestone, il a dit une phrase aussi que j'ai mis dans le livre, c'est qu'en fait on pourra jamais savoir si la colonne de direction a cassé à cause du crash, ou si le crash a fait que la colonne a cassé. Donc du coup, on peut pas savoir la cause, on peut pas savoir. Enfin, en fait, il reste sûrement des inconnus, mais bon, vraisemblablement, ce serait ça. Et puis ce serait la malchance qui est, au moment de l'impact, un élément de suspension qui a ricoché dans son casque. Alors moi, tout ça, j'en parle pas dans le livre. Je me suis documenté là-dessus, j'ai pris de la documentation là-dessus et tout, mais j'ai pas voulu en parler parce que moi, dans le livre, j'ai voulu me mettre à sa place. D'ailleurs, j'ai créé la première personne. Tout le livre, j'ai fait ce choix-là. Et donc, pour moi, le livre s'arrête justement au moment où il meurt, mais je le raconte comme si on vivait dans sa tête, on vivait son émotion, et je raconte comme lui, il voit une sorte de trouble, il sait pas ce qui se passe, et c'est ça que je raconte dans le livre. J'essaie de me mettre dans sa tête et d'imaginer un peu ce qui aurait pu se passer dans sa tête. Mais donc, je ne raconte pas tous les faits externes, parce que pour moi, ça, c'est des faits externes, finalement, et j'ai pas voulu rentrer là-dedans dans le livre. Pour repréciser, c'est sur quel circuit ?
sur Imola, donc en Italie. Et c'est Imola 94, donc... un Grand Prix, un week-end de saut de tension. Saut de tension, parce que en fait, lui, Ayrton Senna sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. La preuve, c'est que quand il est monté dans sa voiture... Pas que lui. Parce que l'environnement, les pilotes, il se passe quelque chose pendant ce week-end-là. Il y a eu tout un truc qui s'est passé, c'est que pendant ce week-end-là, il y a eu toute une série d'événements, comme on peut parler des séries, de la loi des séries, toute une série d'événements noirs. Ça a commencé par le gros crash de son pote à Ayrton Senna, Barrichello. Oui. Non. Attends, pas Barrichello. Comment Ça va être difficile, ça nous reviendra tout à l'heure. Qui a eu un gros accident. Si, c'est Barrichello, je crois. Qui a eu un énorme accident. Donc le vendredi, où en gros il a été à l'hôpital, il avait le nez en sang, mais bon, au final il s'en est sorti sain et sauf. Mais il y a eu déjà ce premier accident terrible. Et puis surtout, en fait, il y a eu l'accident de Ratzenberger le lendemain, en fait, l'Autrichien, qui lui a acheté un énorme froid parce qu'en fait, on a très vite su qu'il était mort, même si les instances n'ont pas voulu le dire tout de suite parce que sinon ça aurait annulé le Grand Prix, il y aurait eu une enquête. Donc ils ont reporté la mort et c'est ça ce que Senna reprochait un peu d'ailleurs. Il a reproché ça aux instances dirigeantes, c'est d'avoir fait ça parce que sinon le Grand Prix était annulé. Mais il y a eu la mort d'un pilote un samedi, ça faisait énormément de temps que c'était pas arrivé et ça a foutu un coup de froid. Énorme déjà sur tout le paddock. C'est Ayrton Senna, lui, il l'a vu en direct depuis une télé qui regardait sur les écrans. Il a vu ça, il est allé à l'hôpital, il est allé voir ce qui se passait. C'était quelque chose de terrible. Donc il y avait toute une atmosphère vraiment noire, vraiment angoissante qui planait dans ce week-end. Et à tel point que lui-même il le ressentait, Senna, puisqu'il a fait quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant dans sa carrière. Quand il est monté dans sa voiture, d'habitude il était toujours casqué. Et ce jour-là, il avait enlevé son casque, il l'avait posé devant sa voiture. Et on voyait qu'il avait le regard un peu dans le vague, comme s'il n'avait pas envie de venir, comme s'il sentait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, quoi. Ouais, Senna, c'était quand même quelqu'un de très religieux. Très croyant. D'ailleurs, il y a eu des témoignages comme quoi sa sœur, il a eu un échange la veille de sa mort, donc le samedi soir, avec sa sœur, et qui lui a fait lire un chapitre de la Bible. Il lisait souvent des chapitres de la Bible, en fait. Et d'ailleurs, il raconte que une des anecdotes les plus incroyables que Prost a raconté sur Senna, c'est le jour où il a fait son tour de qualification d'anthologie à Monaco, où il a pulvérisé le record. En fait, il a raconté à Prost qu'il avait eu le pouvoir de sortir de la voiture. C'est-à-dire, tout en roulant, il arrivait à sortir de la voiture, à se voir du dessus, et comme s'il pouvait re-rentrer. Donc ça lui permettait de voir ses erreurs, et après quand il re-rentrait, il avait vu ses erreurs, et ça lui a permis d'aller plus vite. Il a raconté ça à Prost, et ça c'est le genre de truc, qui raconte ça dans une vie. Oui, il y a un côté mystique, exactement, qui reste chez Senna, et qui, moi, me semblait hyper intéressant à travailler, en tout cas. Alors, est-ce qu'il l'entretenait volontairement, ce côté mystique, ou est-ce que vraiment, il se pensait habité par une force... Je crois sincèrement qu'il se pensait vraiment habité, et d'ailleurs, sa mère était très religieuse, et dans le livre, on apprend des choses aussi que les Français ne savent pas, par exemple, mais c'est que lors de son premier sacre, sa mère invitait des religieux protestants à venir faire des prières, des incantations directement chez eux. Donc, il était baigné dans une espèce d'ambiance qui était presque secte, en fait. C'était presque une secte, parce que certains disaient que c'était même une secte. Donc il était un peu baigné quand même là-dedans. Et donc, à un moment donné, son esprit, il était là-dedans, quoi. De toute façon, il était très spirituel, le Senna. Même depuis ses premières années, parce que ses premières années en karting, par exemple, là j'ai une anecdote aussi, c'est qu'à un moment donné, il s'est retrouvé dans un club de karting de Sao Paulo, où il y avait d'autres pilotes de karting, et il y avait notamment l'oncle de Rubens Barrichello qui tenait ce club, et il était dans un cercle où l'une des sœurs du pilote de karting, elle avait une sorte de salon littéraire, de philosophie. Je ne sais plus comment il s'appelait, mais en gros où ça parlait de philo. Et Senna était très intéressé et il participait à ce salon quand il était donc très jeune, encore en karting. C'était aussi un peu pour draguer les filles qui étaient là, je pense. Mais... Donc arrive le fameux crash, terrible. Au niveau de la presse mondiale, c'est un cataclysme. Est-ce que toi, tu as des échos, peut-être du côté du Brésil, savoir des gens qui l'ont vécu ? Pour dire l'anecdote au Brésil que je me suis rappelé il n'y a pas longtemps, mais c'est que le jour de son crash, le jour où ils ont pris sa mort, il y avait un match de foot. Les joueurs brésiliens, ils se sont carrément arrêtés de jouer. Ah ouais ? Ils se sont arrêtés, ils se sont agenouillés sur le terrain. Enfin, ça a été quelque chose pour le Brésil, c'est quelque chose que je pense qu'on n'imagine même pas, parce qu'en plus c'est un peuple très croyant, le Brésil. Ouais. Ils sont vraiment très très croyants, très pratiquants. Et donc ça a été un cataclysme, parce que Senna a été quelqu'un qui a œuvré énormément pour le peuple. Le peuple, tous les gens du peuple s'identifiaient à Senna. Ouais.
Et il faisait pas mal de choses aussi, lui, d'un point de vue associatif. Il faisait pas mal de choses, et surtout, en fait, une anecdote pareille que j'ai découverte, c'est que ce qui l'a différencié de Piquet, là où Piquet, lui, était plus, pas noble, mais je vais dire plus dans pas l'aristocratie, mais il était fils de ministre, et puis il était plus dans les hautes sphères, dans les hautes classes. Pas la même caste. Voilà, pas la même caste, en fait, on peut dire. Chez Piquet, il se prenait, mais voilà, il était dans les classes un peu supérieures. Oui, il était moins touchable du peuple. Du peuple, ouais. Alors que Senna, au début, il était un peu pareil. Ouais. Et en fait, il y a une anecdote que j'ai découvert dans un livre qu'on n'a pas en France, justement, qui a été raconté par Adrian Yamin, qui était une de ses petites amies, qui a sorti un livre aussi sur Senna, sur ses aventures qu'elle a eues avec lui. Et en fait, une des anecdotes, c'est que au tout début, nous, on a l'habitude de voir le Senna qui, quand il gagne une course, il brandit le drapeau brésilien. Ouais. En fait, au tout début, il ne le faisait pas. Et en fait, c'est le père de cette fille avec qui il sortait à l'époque, qui un jour lui a dit, parce que Senna lui a dit, ouais, il y a un commissaire qui m'a tendu le drapeau, mais j'ai pas osé le prendre. Et puis il lui a dit, mais pourquoi tu l'as pas pris ? En fait, tu aurais dû le prendre et t'écouter, et puis tout le peuple brésilien aurait été derrière toi. Et en fait, c'est cette phrase-là qui l'a fait réaliser, et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à être le Sénat du peuple, et comme disaient les commentateurs du Brésil, Sénat do Brasil, en fait. Ils ont commencé à l'appeler comme ça, après, parce qu'à partir de là, il a commencé, dès qu'il gagnait, à vouloir prendre les drapeaux brésiliens, à vouloir représenter son peuple, à vouloir communier avec les gens du peuple, et c'est là où il a commencé à prendre une popularité, et c'est ça qui fait son mythe, c'est que pourquoi on se souvient pas de Piquet ? Parce qu'il n'était pas proche du peuple, je pense. Alors que Senna, il représente en fait tout le peuple brésilien. Ouais, la voix du peuple, porteur d'espoir. C'est ça, porteur d'espoir, parce qu'à l'époque, il y avait une misère énorme, de la violence, de la délinquance, une inflation qui était de fois 1000, je crois, à un moment donné, sur le Grand Prix, à tel point que sur un des Grands Prix du Brésil, ils avaient dû interdire aux écuries de retirer de l'argent, et tout le monde était dans la merde, ils ne savaient plus comment faire, comment avoir des coups de zéro, et c'était une galère. Et il y a des trucs comme ça, certains Grands Prix du Brésil qui ont failli pas avoir lieu. Une année, il y a eu un déluge, tout le Grand Prix était inondé, ils n'avaient pas trop les moyens, mais ils ont quand même réquisitionné je ne sais plus combien de personnes pour essayer d'enlever l'eau. Finalement, le Grand Prix a eu lieu. Oui, et effectivement, au niveau du Brésil, de toute façon, il a fait beaucoup, et même à la fin de sa vie, il avait à cœur il y a eu la fondation, qui a été la création de la fondation Senna, qui existe encore aujourd'hui, et qui est une religion maintenant, donc qui œuvre, qui prend des dons, qui retransmettent aux enfants brésiliens, au peuple, tous des dons qui retransmettent au peuple, donc œuvre caritative, qui est une religion encore maintenant au Brésil, à mon avis, au même titre qu'un chrétien quand il va au Vatican, ou qu'un russe qui va devant le tombeau de Lénine. En fait, les Brésiliens, ils vont dans cette fondation pour se recueillir aussi. C'est là où ils vont pour se recueillir tous les 1er mai, date anniversaire de sa mort. Il y a des fleurs sur le circuit d'Imola, et puis il y en a à la fondation que sa sœur a continué de reprendre et de faire vivre, et qui est presque une institution politique presque importante au Brésil, tellement elle génère d'argent, parce que tellement les gens ont à cœur encore l'idole qu'il est, l'icône qu'il est, comme tu disais. Pour moi, c'est un apôtre. Ouais. C'est ça. C'est même plus une personne, c'est même plus il a été canonisé, quoi. C'est un truc de dingue. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui fait que 30 ans après, parce que 30 ans t'oublies les gens, qu'est-ce qui fait que 30 ans après, il y a toujours la même ferveur que les jeunes pilotes de 18 ans, de 16 ans, de 15 ans, ils connaissent tous Ayrton Senna, ils en sont tous fans, alors ils adorent Verstappen, ils adorent Charles Leclerc, mais tu leur parles de Senna, ils vont aimer Senna, il n'y a jamais quelqu'un qui dit « je sais pas qui c'est ce gars-là ». Pourquoi il reste comme ça ? Pourquoi il reste ? Moi je pense que c'est tout simplement parce qu'il est le seul qui a su mettre des mots aussi profonds, aussi sur la psychologie de son sport. Il n'a pas que parlé de son sport de manière factuelle, il a mis de la psychologie dedans, il a mis de la spiritualité, et il a mis des mots dessus que, à mon avis, personne d'autre n'a jamais réussi à mettre, et que personne d'autre ne saura mettre, parce qu'il a mis les bons mots sur un sport que personne n'avait su. Et ces mots, ils passent au-delà du sport, ils passent dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que des gens qui n'ont rien à faire du sport automobile, ils peuvent se reconnaître dans Ayrton Senna. Et moi, d'ailleurs, j'ai voulu faire en sorte que mon livre, des gens qui s'en fichent du sport automobile, puissent être intéressés par sa philosophie de vie. Parce que pour moi, il a une philosophie de vie qui est ultra intéressante, au-delà du fait qu'on aime le sport automobile ou pas. Ouais. Et je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est un élément de réponse, en tout cas, qui fait qu'il reste une icône. Je pense que tu as raison, oui. Quand tu vois un Prost, par exemple, c'est des pilotes, ils sont excellents, ils sont incroyables, c'est des légendes aussi, mais c'est des pilotes. Donc eux, ils parlent de sport automobile, ils sont une fierté pour la France, par exemple, pas de problème, mais ils sont focus sport auto, compétition. C'est vrai que
Ayrton Senna, effectivement, il était dans la compétition, dans le sport auto, mais à la fin, c'était presque accessoire, en fait, dans la vision des gens du peuple brésilien ou même de tous ces passionnés de Senna. Et c'est cette partie, cette dimension supérieure qui fait peut-être que maintenant, il est vraiment au rang d'icône, quoi. Ouais, totalement. C'est ça, ouais, il arrive à exprimer des choses très profondes, en tout cas qui marquent les gens. Et qui donne de l'émotion, il arrive à transmettre ces émotions. Enfin, moi, je sais que moi, c'est aussi grâce à lui que j'ai piloté, parce que j'avais un très beau reportage qui est Le droit de gagner, qui a été fait aussi par la fondation, enfin, en lien avec la famille Senna. Moi, c'est un reportage que j'ai vu quand j'étais gosse, où il donne toute sa philosophie de vie. Et ce reportage, il m'a tellement marqué que je voulais m'identifier à lui et je voulais être Senna. Enfin, tous les gosses qui voulaient être Senna, il y en a eu des milliers, il n'y a pas eu que moi. Et j'avais même écrit, j'étais tellement possédé, on va dire, par ses paroles, que j'avais écrit un mot, je me souviens quand j'étais tout gosse, je devais avoir 10 ans, j'avais écrit un mot à ma mère, parce que j'avais déjà la notion de la mort, c'était quelque chose que j'avais eu très jeune moi, de mon côté, et j'avais écrit un mot à ma mère, maman, plus tard je serai pilote de course, et si je meurs en course, c'est pas grave, j'aurais été mort dans ma passion, enfin j'avais écrit ça très jeune en fait. Mais quand j'y repense, c'était forcément par rapport à Senna qui m'avait inspiré, par rapport à sa vie, quoi. Mais je sais plus si je l'avais écrit avant son décès ou après d'ailleurs, mais bon. C'est comme quoi, c'est des choses qui... Enfin, il a marqué les gens. Ouais, il a marqué les gens. Ouais, moi, il m'a marqué au point que j'étais prêt à mourir alors que j'avais 10 ans. J'étais prêt à mourir pour la Formule 1. Ah oui, sacré influenceur avant l'heure. Ouais. C'est clair, c'est impressionnant. Ok. Bon, merci pour ces anecdotes et pour d'avoir retracé un peu le parcours de Charles Leclerc et de Senna. Encore une fois, si vous êtes intéressé, et je sais que vous êtes intéressé par la vie d'Ayrton Senna, là, il y a du volume, là. Il y a de quoi lire. N'hésitez pas à vous procurer, cet ouvrage. Quand on commence, on ne peut plus s'arrêter, normalement. Ouais, ça ne m'étonne pas. Moi, j'ai hâte de le lire et je pense que je vais le dévorer. Mais exceptionnel. Beau boulot, bravo. Merci. Justement, pour revenir un petit peu sur toi, au niveau de tes projets d'avenir, est-ce que tu as envie de continuer l'écriture ? Est-ce que tu as des projets en cours ? Est-ce que tu peux nous en parler ou pas ? Totalement, alors je peux pas te parler de tout, mais j'ai des projets. J'ai des projets dans le monde de la Formule 1. Si je peux en avoir, j'en prendrai. Et il y a des bonnes chances qu'il y en ait, on va dire. Donc on verra. Mais par contre, actuellement, là, je suis sur un projet qui a un peu rien à voir. J'ai un ami qui fait le tour du monde à vélo. Ok, cool. Et mon éditeur, ça l'intéresse aussi beaucoup, comme il est grand reporter. Ouais. Et il m'a dit, Banco, allez, tu fais son livre. Donc du coup, là, je planche dessus un peu tous les jours parce que donc mon ami, il a fait il a passé l'Égypte, Arabie Saoudite, et là, il est en Inde. Non, il vient de passer l'Inde. Là, il vient d'arriver d'ailleurs aujourd'hui au Népal. Donc il a franchi déjà 3 gros pays. Assez dur quand tu es en vélo, avec beaucoup de misère et beaucoup de dureté. L'Arabie Saoudite en vélo, franchement, faut être costaud. Il n'y a pas tout le monde qui le fait. Et d'ailleurs, il lui est arrivé des trucs de dingue. Ah ouais. C'est d'ailleurs ça qui me dit que je suis sûr que le livre va être super cool parce que il est vraiment arrivé des dingueries là-bas. Ouais. Et je pense que c'est pas tout le monde qui fait en vélo. Il est parti combien de temps ? Il va partir combien de temps en tout ? Il prévoit au pire, au maximum, de rentrer pas l'été qui vient, mais l'été d'après. 3 ans, il part. 2 ans, 3 ans. Ça va faire 1 an et demi, 2 ans, mais il y a des chances qu'il rentre plus tôt, à mon avis. Ah ouais. Donc à voir, mais bon, déjà là, avec tout ce qu'il a fait, avec les 3 pays qu'il a fait, pour moi, c'est déjà 3 pays où il y a déjà énormément de choses hyper intéressantes parce que c'est des pays pas forcément très connus. Surtout quand on les voit, on peut tous aller en Égypte, prendre des vacances là-bas avec des dromadaires et des piscines, mais lui, il voit vraiment l'envers du décor, donc c'est ça qui est intéressant. Ouais. Ok, cool. Un beau projet qui change, pour le coup. C'est intéressant. Beau défi. Cool. Le projet derrière la visière, le tome 3. Il y a ce projet-là aussi. Est-ce qu'il est écrit déjà ? Alors, il est écrit, en fait. C'est vrai que j'ai fait un roman qui est en 3 tomes, qui est déjà écrit. Il y a les 2 tomes qui ont été sortis chez mon éditeur, mon premier éditeur, donc comme on a parlé au début d'émission, qui est Signe de Piste. Mais le 3e tome n'est jamais sorti parce que l'éditeur a fait faillite avant. Donc là, actuellement, j'ai effectivement un beau projet dans les cartons que pourquoi pas un jour, si je trouve un éditeur ou pourquoi pas en auto-édition, qui serait super de lancer parce que effectivement, c'est un projet abouti qui est déjà écrit. Finalisé. Qui est déjà finalisé. Boucler la boucle. Ok. Moi, je me réjouis d'avance déjà de lire les 2 premiers tomes. Et puis j'irai à la source chercher le 3e tome. C'est bon, tu sais à qui t'adresser. Il sera publié d'ici là, je m'en fais pas. On sait pas, mais... Ok.
peut-être une bio aussi, sans forcément, c'est peut-être plus confidentiel, mais dans les tuyaux, tu as peut-être une prochaine bio Dans les tuyaux, je sais que mon éditeur a des bio, mais après, bon, c'est un peu confidentiel encore. Puis en plus, comme c'est pas, de toute façon, il n'y a rien de fait encore, donc, mais oui, certainement. Tu re-signes avec grand plaisir. Peut-être une bio. Oui, enfin après c'est du boulot aussi, donc après à voir, mais il faut que ce soit aussi un pilote qui me plaît aussi, tu vois, parce que c'est vrai qu'on a aussi des préférences et c'est bien de faire avec quelqu'un avec qui on a des affinités, je pense. Donc à voir ce qu'on me propose. Mais oui, avec plaisir, si je peux en refaire et continuer là-dedans, c'est quelque chose qui me plaît, dans lequel je me sens à l'aise. Donc, Peut-être pas la bio tout de suite de Hülkenberg, quoi. Alors c'est marrant que tu dis ça, justement j'ai un commissaire de piste avec qui je suis en contact sur Facebook qui m'en a proposé. C'est vrai? Parce qu'il m'a dit, tiens, si t'as un projet, ce serait bien de faire Hülkenberg parce qu'il est pas très connu, au final il a fait pas mal de trucs en endurance avant et tout. Ouais, ça se trouve il est intéressant, mais c'est vrai que c'est pas du tout le pilote, c'est pas le pilote marquant, quoi. Ouais, moi j'avais pensé plutôt, il y a un truc que j'ai proposé à mon éditeur, c'est Gilles Villeneuve, mais il m'a dit non, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Ouais. Olivier Panis. Mais c'est pas très bankable pour le coup, c'est plus confidentiel. À voir, ouais. C'est notre pilote qui a. Alors, ça a été longtemps le dernier pilote à avoir gagné un Grand Prix en France. Grand Prix de Monaco en plus, pas n'importe lequel. Ouais. Non, mais après, je suis aussi parfaitement conscient que déjà le monde de l'édition c'est ultra compliqué. Ouais, alors en plus, si tu veux avoir la chance de au moins vendre 10 livres, c'est bien de faire un pilote connu, quoi. Ouais, si tu mets c'est sûr que c'est... Kevin Estre, qui est un monstre, qui est mon pilote favori. T'as un trait de ressemblance avec Kevin Estre. Ouais, j'ai pas la taille par contre. Hein. Mais c'est vrai que maintenant que j'y repense, il te ressemble un peu. Ça me fait plaisir, c'est le compliment de la journée. Mais effectivement, du grand public, il est pas connu. Oui, il est pas connu du grand public, alors qu'effectivement... tu demandes à ma compagne, Charles Leclerc, elle sait tout de suite qui c'est, ne t'inquiète pas. Hein. Et elles savent toutes qui c'est, hein, donc c'est impressionnant. Donc oui, je comprends cette notion-là. Ok pour ça. Pilote favori? Ayrton Senna. Ayrton Senna, la légende. Et puis en 2, Charles. En fait, j'ai eu de la chance parce que j'ai écrit sur les 2 pilotes que je préférais. En fait, donc ça a été un peu un hasard de mon éditeur. Il connaissait un peu mes goûts, mais Ouais, totalement, sans hésiter. Ok, cool. Bon, pas besoin de préciser pourquoi, on en a parlé pendant 2 heures. Ouais. Un événement favori lié à l'automobile? Compétition, vraiment ce que tu apprécies le plus dans ce milieu-là? Je dirais les Grands Prix, les Grands Prix de Formule 1. Après lequel retiens-en un. Lequel alors j'hésiterais entre peut-être un historique, mais que j'ai même pas connu, qui serait Dijon. J'aurais bien aimé connaître ça. Ouais. Mais ou Monaco, en fait. Monaco, c'est incroyable à chaque fois. Ouais. Allez, on va dire Monaco. Ouais. T'en penses quoi des nouveaux GP? Tous ces circuits ultra industriels, tape à l'œil, notamment le cochon renversé à Las Vegas. Qu'est-ce que tu en penses de toute cette génération F1 bling bling? La F1 a toujours voulu faire bling bling. Ils ont voulu s'implanter aux États-Unis, même du temps de Senna. Ecclestone a voulu faire des circuits à Las Vegas. Il y avait déjà des circuits à Las Vegas il y a 20 ans. Donc ils ont toujours voulu faire un peu du bling bling. Et ça, je dirais, c'est propre à la Formule 1. Alors peut-être que ça s'est plus accentué. Je pense que tu as peut-être raison. Il y a peut-être c'est encore plus accentué maintenant. C'est que moi, je pense que en fait, la compétition est tellement écrasée, dominée par Verstappen, que c'est maintenant le plus important, ce qui prime, c'est le show. Mais pas forcément le show sur piste, c'est le show avant, autour, après. Ouais, après, il y a toujours eu des aires de domination ennuyeuses, on va dire, de tout temps. Il y a eu Schumacher, il y a eu plein d'exemples, mais mine de rien, il n'y a pas si longtemps, il y a eu quand même, moi, une saison qui m'a marqué, c'est la bataille quand même en Verstappen-Hamilton, pour moi. J'ai eu l'impression, quand j'ai vécu ça, de revivre les émotions que j'avais quand j'étais petit avec Ayrton Senna, que tout le monde a eu l'impression qu'une fois qu'Ayrton Senna était mort, tout le monde s'est dit on ne revivra plus jamais ça, la F1 c'est mort, c'est plié. J'ai eu la sensation de revivre ça quand même assez récemment et dans l'époque moderne. Donc je pense que dans l'époque moderne, il y a encore de très belles choses qui peuvent s'écrire au niveau des émotions. Après, il y a toujours eu des moments plus ennuyeux dans la F1. Et puis, à un moment donné, ça se dénoue et il y a un truc passionnant qui se passe et il faut être là au bon moment. Hamilton en rouge. Moi, c'est un de mes pilotes. Oui, alors tu m'as demandé les 2 pilotes préférés. Si tu avais demandé le 3e, ça aurait été certainement Hamilton. Ouais. Et du coup, je suis très curieux de voir ce qui va se donner avec Charles. Tu penses qu'il peut revenir au premier rang? Tu penses que... Totalement. Pourquoi tu penses qu'il est sorti? Non, du premier rang. Ah oui, par rapport à sa voiture. Sa voiture, mais même lui, je sais pas. Si tu veux mon avis, j'ai pas envie parce que j'adore ce pilote. Je le trouve d'une humilité quand même incroyable. Il a pas de coup d'éclat.
Il n'y a pas de coup d'éclat connu, il est quand même plutôt constant, linéaire, droit dans ses bottes. Enfin, tu vois, il est fidèle à son team. C'est un mec bien, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'il serait peut-être le temps de... d'éclat. Cette année, tu veux dire? Non, pas de coup d'éclat sur piste. Je veux dire coup d'éclat dans la vie. Il n'a pas craché une Ferrari à Monaco en roulant bourré. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ouais. C'est vraiment un pilote, je pense que c'est quelqu'un de bien. Ah ouais, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Il a des valeurs. Moi, je me reconnais aussi là-dedans. Il a de très bonnes valeurs, des valeurs incroyables. Et moi, j'aime beaucoup la personne qu'il est, déjà. Oui, clairement. Mais en tant que pilote, je pense vraiment qu'il a quelque chose en plus. Vraiment... Enfin, moi je l'idolâtre plus que toi, du coup j'ai l'impression. Vraiment, je le mets vraiment dans les top pilotes. Ouais. Vraiment, je pense qu'il a un vrai quelque chose en plus parce que moi je me suis intéressé à lui et j'ai regardé ses courses de karting à l'époque. Il y a des vidéos qui circulent où tu peux voir quand il roulait sur la pluie et il a une comment on appelle ça, être malin dans la course. Une lecture. Une intelligence de course. Une intelligence de course exceptionnelle depuis tout petit. Et ça, quand tu lis dans ses biographies, tu vois que genre de pilote exceptionnel, c'est les pilotes qui, tu leur donnes une Formule 1, en 2 tours, ils vont trouver les limites, alors qu'un pilote lambda, ils vont peut-être être bons, comme un Nico Rosberg avec qui il s'est battu, il va lui falloir 10 tours, et c'est ça qu'on disait sur Rosberg d'ailleurs à l'époque. On gagne pas autant de fois sans être surdoué, c'est une certitude. Oui. Par contre, moi ce que je dis, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi, peut-être que son prime, ses meilleures années, elles sont passées. Et le fait d'arriver chez Ferrari avec un pilote comme Charles Leclerc, par exemple, qui allait dans le parquet, qui est en pleine bombe, qui est peut-être pas encore à son prime, justement, j'ai hâte de voir comment il va se positionner. Moi aussi, je suis comme toi. Je suis curieux parce qu'on ne sait pas. Et moi, j'aurais pas fait ce choix-là. Ah ouais. J'aurais pas fait ce choix-là parce que je ressens une certaine... Je me mets à leur place, tu vois. Une certaine rancœur de la part d'Hamilton de ne plus être au top et d'avoir un jeune loup comme Leclerc qui connaît bien le truc et qui est en pleine bombe et qui est en ascension. Et de l'autre côté, une potentielle frustration de la part de Leclerc en se disant « Ah ouais, non mais là j'ai un multiple champion du monde qui débarque, il va me faire de l'ombre, donc il faut que je sois bon, donc je vais me foutre la pression, donc je vais faire des conneries. » Tu vois ? Ouais, peut-être, ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Moi en tout cas, je trouve que ça va être hyper intéressant. Tu peux pas avoir 2 alphas dans une même team. Ça marche pas. Il y a eu quand même Prost-Senna, donc il y a eu des exemples qui ont montré que ça a fait aussi des plus beaux duels. Si ça se trouve, on aura affaire au plus beau duel après Prost-Senna, ce sera Hamilton-Leclerc. Mais est-ce que ça va faire comme Schumacher quand il est arrivé chez Mercedes, on sentait qu'il était moins bien que sur son époque Ferrari quand il a repris après sa pseudo-retraite. Oui, est-ce que ça va faire pareil moto, ou est-ce que Hamilton va faire différemment ? Justement, moi, j'ai pas la réponse et je suis curieux de savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est très performant encore aux côtés de Roussel et que Roussel, c'est un jeune loup. Alors peut-être qu'il se fait prendre un peu le pas, mais je pense aussi qu'il y a une histoire de motivation derrière. Quand tu as la bonne voiture, tu mets tout en œuvre pour gagner, et il est très malin, et je pense d'ailleurs que Charles, un peu aussi. Moi, je pense que Charles, on l'a beaucoup critiqué, même là, sur les 2 premiers Grands Prix, là, cette saison, en disant Sainz s'est passé au-dessus, c'est le meilleur pilote. Heureusement, il a remis les pendules à l'heure, comme il a dit à la dernière course. Et comme il dit, on se souvient des gens en course que sur les 2 derniers Grands Prix, il suffit que 2 courses on fasse quelque chose de moins bien, on va dire il est passé en dessous. Bon, je trouve pas ça bien de faire ça, en tout cas pour des pilotes, mais qu'est-ce que je voulais dire Non, mais t'y crois, tout simplement. Tu crois au duo et tu crois qu'ils vont pouvoir s'émuler, se faire grandir. Je suis curieux de voir, mais en tout cas, je pense que ça peut être quelque chose d'incroyable. Ok. Moi, je pense que ça peut être quelque chose d'incroyable, comme ça peut être aussi, si ça se trouve, Hamilton qui sera moins bon, qui sera dominé par Leclerc, et finalement, il se passera rien. Ouais, mais ça durera un an, et puis... Mais je pense pas. Je pense qu'Hamilton, il a encore quelque chose à revendre. Il a vraiment son dernier titre, je pense, il aimerait bien aller le chercher pour devenir le meilleur pilote, qui s'est fait un peu... pas volé, mais dans des circonstances qu'on connaît par Verstappen, qu'il aurait pu... Voilà. Donc je pense qu'il va avoir à cœur de l'avoir, ce titre. En tout cas, c'est sûr, il le veut. C'est sûr, il fait pas ça pour rien. Donc il fait ça pour marquer l'histoire, marquer son sport, et donc du coup, il va être affamé, quoi. Ouais, finir en beauté. Dernier petit point, après on va arrêter parce que ça fait à peu près 25 heures qu'on tourne. Alpine. Moi, je suis triste. Français de cœur, de souche, de sang. Ouais. Et j'ai envie de supporter Alpine. J'ai envie de toutes mes forces. J'adore Ocon parce que c'est un guerrier. J'adore son côté très clivant aussi. Il y en a beaucoup qui disent que c'est un con, qu'il est méchant, qu'il est individualiste. C'est un pilote, il sait ce qu'il veut, il est motivé pour. Je suis moins fan de Gasly, par exemple. J'aime moins le personnage. L'avantage de mon podcast, c'est que je peux dire ce que je veux, tu vois. Donc, sans crainte je suis rattaché à personne, donc je dis vraiment ce que je pense. Et Gasly, pour moi, c'est plus, tu vois, une caste au-dessus. Tu sais, une caste au-dessus que Ocon, par exemple. C'est quelqu'un, pour moi, je m'identifie beaucoup moins à Gasly. Ça a l'air plus simple dans sa vie. Et j'ai du mal vraiment à
avoir de l'émotion quand il fait des bons coups, tu vois. Après, je t'invite quand même du coup à lire la biographie de Casey City, parce que moi, on peut avoir, je pense, cette tendance. Ouais, parce qu'on connaît pas. Même sur Ocon, je sais qu'il en a chié dans sa vie et tout, Ouais. mais c'est vrai qu'il a ce côté mal aimé dont tu as parlé, un peu individualiste, et qui fait qu'il est peut-être un peu plus mal aimé que les autres, ou peut-être moins médiatisé, ou je sais pas. Mais de toute façon, c'est ça qu'il faut pour être un pilote. Oui. On est tous comme ça. Enfin, moi aussi, je veux dire, quand je faisais de la course, j'étais un chien. Tu peux pas être autre chose qu'un chien pour être pilote, en fait. Sauf peut-être des gens comme justement Charles, qui pour moi arrive à se distinguer peut-être parce qu'il a eu aussi peut-être plus de moyens, plus de son père qui était derrière. Mais quand tu pars de rien, si t'as pas l'écro, si t'as pas envie de tuer les autres, en fait, t'y arrives pas dans ce monde. C'est un monde très dur. Et donc, on va pas jeter la pierre à un pilote qui a envie de s'en sortir et qui a réussi à vivre son rêve. En fait, c'est ce qu'on veut tous faire au final. Ouais, clairement. Donc, mais non, après. Tu penses qu'ils peuvent faire des podiums? Tu penses qu'ils peuvent arriver à être compétitifs? Ils l'ont déjà fait, mais après cette année, c'est sûr que là, de toute façon, on le sait, quand une voiture est mal née, c'est comme McLaren. Regarde à quelle vitesse ça s'est retourné. Il y a 1 an ou 2, je sais plus, McLaren, ils étaient en fond de classement. Ouais. Et là, maintenant, ils vont peut-être concurrencer Red Bull. C'est incroyable. En même pas 1 an. Ou 1 an et demi, je sais plus. Comment ils ont fait pour remonter la pente aussi vite. Donc, pourquoi pas Alpine? Après, ce qui pêche chez Alpine, d'après les rumeurs que je connais, moi je connais pas tous les tenants et les aboutissants, mais d'après ce que j'entends, et pourquoi aussi Fred Vasseur n'est pas resté chez Alpine quand il y était, et puis pourquoi d'autres se sont barrés, c'est que ils sont dans un système où justement je crois qu'ils sont en train de changer ça, ils ont compris, mais il aura fallu du temps, mais ils sont dans un système de management où quand on veut prendre une décision rapide, c'est pas possible, ça doit passer par le manager de la communication, le chef de je ne sais quoi, ça passe par une communauté de managers de chez Alpine, et puis au final ta décision elle est prise 15 jours après, et puis pendant ce temps là les autres ils ont avancé 3 fois plus vite, et puis ils sont en perpétuel. Entre temps que la décision se décide, ils ont viré 3 personnes quoi. Aussi au passage. Aussi, c'est un truc de dingue. Il y a zéro stabilité quoi. En fait moi à mon avis c'est pas le fait de virer des gens qui va les améliorer, c'est plutôt de revoir leur structure de comment. Enfin il y a une structure à revoir très certainement, mais après je suis pas en interne chez eux, je sais pas, je connais pas tous les tenants et les aboutissants. Mais bon. J'aimerais bien qu'Alpine soit compétitif quoi. Ouais, ce serait cool. C'est sûr que ce serait cool pour le sport auto français de revoir Renault. Comme dans ses plus belles années, comme dans les années où ils ont gagné. Bon, on a un francophone quand même qui est au devant de la scène, donc ça va. Ouais. Bon, très bien. Écoute, merci à toi pour toutes ces anecdotes, pour cette discussion passionnante. Je pense qu'on a quand même balayé pas mal de sujets. Ouais, c'était cool. J'espère que ça a plu à tout le monde et c'était super sympa en tout cas de m'inviter. Merci à toi. Les amis, pour refaire un petit récapitulatif sur le podcast, celui-ci est dispo naturellement sur toutes les plateformes de streaming, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast et plein d'autres. Également, comme vous le faites actuellement en version filmée sur YouTube, on va faire un petit rappel des réseaux sociaux. Rémi, tu es dispo, visible, suivable où ? Oui, je suis sur Instagram beaucoup en ce moment, sur Rémi Boudoul, mais je suis aussi sur Facebook. Ok, on tape Rémi Boudoul. On tape Rémi Boudoul avec un i, Rémi. Ouais. Et puis on tombe sur moi, ou au pire Rémi Boudoul, Charles Leclerc le prodige, Rémi Boudoul, Ayrton Senna, La vitesse dans le sens, mes livres. Tes bouquins, on les achète où ? On les achète donc sur Amazon, sur la Fnac, sur les plateformes en ligne. Si on tape le nom des bouquins que je viens de dire en ligne, on va tomber dessus. Charles Leclerc le prodige, par exemple, ou Rémi Boudoul, Charles Leclerc, Rémi Boudoul, Ayrton Senna. Et sinon, ils sont dispo dans les librairies, dans les centres Leclerc aussi, centre culture Leclerc. Faut juste les commander, comme n'importe quel livre. Soit aller sur place dans les librairies, parce qu'ils ont dans toutes les librairies. Moi, par exemple, je suis de Besançon, je sais que dans les 3 librairies de Besançon, ils ont les 2 bouquins. Mais sinon, on peut les commander en ligne. Voilà. Génial. Petit rappel de mes réseaux sociaux à moi, vous pouvez me trouver sur pas mal de réseaux sociaux, Instagram, julien.com, YouTube, julien.com également, sur Facebook c'est julien.com YouTube, sur TikTok c'est julien.com pour changer, et après la particularité sur toutes les plateformes de streaming, on parle uniquement de garage.com, donc c'est garage.com podcast. Si vous avez aimé ce podcast, naturellement n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le noter même, notamment sur Apple Podcast, ça aide vraiment énormément pour le référencement, et surtout repartagez-le, donc en story, en publication sur Facebook, sur Instagram, ça nous aide vraiment pour la visibilité, et plus on est visible, plus ça nous permet d'avoir des invités toujours plus exceptionnels. Les amis, je vous dis à la prochaine. Rémi, merci pour tout, à la prochaine. Merci aussi, à la prochaine. Allez, ciao.